Ben effectivement, aujourd'hui on est 2025, début 2025, on est près de 12 ans après le début de ce qui a été qualifié en fin 2013 de nouvelle politique migratoire. Une nouvelle politique migratoire dont il avait été dit elle allait être surtout plus humaniste, plus légaliste, plus respectueuse des droits des migrants, qu'elle allait aussi comporter un volet intégration des migrants et migrantes présentes sur le territoire national. Cette politique venait après 10 ans d'application de ce qui avait été appelé la loi, de ce qui s'appelle toujours la loi 02-03, dont on sait que cette dernière avait été plus ou moins imposée aux Marocains, aux autorités marocaines d'abord par leurs relations avec l'Espagne et l'Union européenne, s'agissant de la question migratoire, lorsqu'on se rappelle qu'au Conseil de l'Europe, au Conseil européen de Séville de 2002, l'Espagne et puis les autres pays européens à sa suite avaient fait en sorte de conditionner leur rapport avec les pays étrangers à leur politique en matière migratoire. Et lorsqu'on dit cela, c'est-à-dire conditionner au fait que les pays avec lesquels ils étaient en relation devaient et doivent avoir des politiques migratoires qui correspondent à leurs objectifs. Et puis cette loi avait été adoptée aussi suite aux attentats du 16 mai qui avaient causé les dégâts que nous connaissons à Casablanca, les 45 morts et puis bien évidemment l'entrée au Maroc comme victime également des d'actes terroristes. Et à l'époque, il y avait aussi cette combinaison entre les deux lois. Deux lois avaient été votées au même moment par le Parlement marocain. C'était la loi sur le terrorisme et la loi sur l'entrée et le séjour au Maroc des étrangers. Et évidemment, cette liaison faisait que cette loi était nécessairement une loi restrictive, une loi de sanction, une loi limitative de liberté de circulation vers le Maroc et à l'intérieur du Maroc. Évidemment, après cette loi, il y a eu un certain nombre d'événements plus ou moins graves, atteinte aux droits, expulsion en masse, en lien avec les relations, avec nos rapports avec les pays de l'Union européenne, plus particulièrement, puisque on a constaté par exemple en 2005, 2006, 2008, 2009, qu'il y a eu à chaque fois que les pays, l'Union européenne relever le temps, les Marocains faisaient de même vis-à-vis des migrants présents sur leur territoire. Après 2013, on s'est dit, tiens, les autorités marocaines se sont dit que peut-être les flux migratoires allaient baisser à partir du Maroc, parce qu'il y a eu le printemps arabe, il y a eu l'ouverture du front moyen-oriental, si je puis dire, en matière migratoire. Il y a ces nombreux passages par la Syrie de réfugiés, de migrants, par la Syriens d'abord, après le démarrage du printemps arabe en Syrie au mois de mars 2011. Il y a aussi les passages des Afghans, des Irakiens, des Yéménites, à partir de la frontière entre la Syrie et l'Irak, et la Turquie, puis entre la Turquie et les pays de l'Union européenne, en passant par la Grèce. Et puis on a découvert aussi que des courants migratoires ont commencé à se déplacer du côté marocain ou du côté centre méditerranéen vers cette nouvelle porte. Les Marocains ont pu se dire que peut-être les flux migratoires vont baisser du côté Maroc. Et puis se sont dit aussi, les autorités se sont dit peut-être qu'on a trop forcé sur la corde, on a trop tiré sur la corde, et que cela va gêner nos intérêts africains sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question du Sahara. Mais ça, on peut presque considérer qu'il est accessoire dans cette décision de changement de politique. Et puis, cette annonce politique allait être accompagnée de deux choses majeures. La première, c'est cette annonce de régularisation de migrants irréguliers présents sur le territoire marocain. Cette régularisation va démarrer au cours de l'année 2014 avec 25 000 migrants qui avaient été régularisés à l'époque sur un certain nombre dont on n'a pas de candidats, mais on n'a pas les chiffres exacts pour pouvoir faire une comparaison par rapport à ce qui avait été annoncé. Puis après, cette régularisation va se reprendre entre 2016 et 2017, justement parce qu'on a découvert qu'on régularise sur une année donnée. Peut-être que les migrants qui avaient été régularisés ont perdu leur carte de séjour, puisque c'est la
régularisation se faisait sur une année seulement. Et puis en plus, il y a eu d'autres migrants qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà présents au Maroc. Et puis l'autre élément qui a induit également cette nouvelle régularisation, c'est que le Maroc a réintégré l'Union africaine et puis il a commencé à se présenter comme étant le grand maître en matière de politique migratoire, à tel point qu'il a invité à la création de cet observatoire des migrations qui sera finalement installé à Rabat à la fin de l'année 2018, qu'il sera à la tête des pays signataires du pacte sur les migrations régulières sécurisées, comme on a convenu l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de l'année 2018. Il va recevoir également le grand forum migration et développement en le présidant avec l'Allemagne à Marrakech à la fin de la même année 2018. Donc c'est un ensemble de choses qui disaient que finalement, effectivement, le Maroc a peut-être changé de posture et d'approche. Et puis ces régularisations qui vont concerner à la fin de l'année 2017 près de 55 000 personnes vont être ces régularisations. C'est la deuxième action, ça a été l'annonce de cette stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. Stratégie nationale pour intégrer les migrants présents sur place, stratégie nationale pour intégrer les Marocains retournés de leur aventure migratoire un peu partout à travers le monde, mais stratégie nationale qui va être consacrée essentiellement aux migrants régularisés. Or, on sait qu'une bonne partie des migrants présents sur le territoire marocain n'ont pas pu être régularisés et on ne sait pas exactement le nombre. On ne sait pas exactement le nombre. Comme on sait par ailleurs que même les migrants régularisés, entre deux guillemets, pour près de 90% parmi eux, à travers les enquêtes que nous avons menées depuis dans le cadre de différents projets, sont toujours en recherche de partir. La régularisation ne signifie pas pour eux qu'ils s'installent au Maroc. La régularisation, c'était un pied-aller en attendant d'aller ailleurs. Et puis la régularisation permettait une sécurisation, mais ça, pratiquement, on l'avait acquis dès la fin 2013, c'est-à-dire ces mouvements de refoulement aux frontières, d'éloignement aux frontières, comme cela s'est passé en 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, cela s'est arrêté, heureusement. Il y a eu des cas isolés de déportation du Nord, des cas isolés, parfois plusieurs dizaines de migrants, déportation des zones frontières du Maroc vers le reste du pays, vers le Tafilalet, vers Tiznit et ainsi de suite, mais il n'y a plus eu de déportation entre deux guillemets vers les frontières, c'est-à-dire soit vers l'Algérie, soit vers la Mauritanie. Et puis on a découvert surtout que les moyens de l'État manquent. Les moyens de l'État manquent, les moyens financiers, les moyens budgétaires. Et lorsqu'on sait que le taux de chômage au Maroc aujourd'hui, il était déjà fort, puis aujourd'hui il est encore il est plus fort, atteint pratiquement 14% en moyenne nationale, lorsqu'on sait que dans les villes, il atteint près de 20%, et cela a été confirmé par le dernier recensement de la population qui s'est passé au mois de septembre dernier, lorsqu'on sait que le taux de chômage atteint 30% parmi les jeunes, parmi les femmes, parmi les diplômés, bien évidemment, on voit bien qu'il y a les difficultés et qu'il y a pour les autorités marocaines à trouver, à offrir de l'emploi à une population étrangère. On sait le même sujet se pose pour l'école, le même sujet se pose pour la question de la santé, même si pour la question de la santé, on sait que déjà les migrants avaient accès au système de santé depuis 2003. Notamment les femmes enceintes, notamment l'accès aux personnes qui étaient atteintes de maladies sexuellement transmissibles et notamment le sida. Le système était accessible depuis 2003 par une circulaire du ministère de la Santé, sauf que à l'époque, entre 2003 et 2013, les migrantes avaient encore peur que le fait d'aller à l'hôpital soit une occasion pour les autorités de les arrêter, de les expulser. Et puis progressivement, évidemment, tout cela, ce sont les limites à cette politique d'intégration comprise dans la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile. Et puis un sujet également sensible dans ces questions-là d'intégration, c'est la question de l'éducation. Et la question de l'éducation, de l'accès à l'école, touche principalement les enfants
des migrants, les enfants mineurs. Le problème ici, c'est que le système marocain est un système où c'est la langue arabe qui est utilisée dans les écoles, dans l'enseignement fondamental, et que beaucoup de migrants qui sont présents au Maroc et leurs enfants n'ont pas la langue arabe comme langue principale. Mais pour autant, il y a eu une possibilité d'accès à ces enfants dans le système scolaire public. Maintenant, pour les autres qui ne parlent pas arabe mais qui veulent aller ailleurs, évidemment, ils peuvent toujours aller dans les écoles privées, sauf que, évidemment, les écoles privées sont payantes et que la majorité des migrants présents sur le territoire n'ont pas les ressources pour arriver à inscrire leurs enfants dans le système scolaire privé. Maintenant, privé. Maintenant, ce qui s'est passé progressivement avec les accords entre l'Union européenne et la Turquie qui sont intervenus au cours de l'année 2016, avec le transfert de nouveau des couloirs migratoires de l'est de la Méditerranée vers le centre, c'est-à-dire vers la Libye et entre la Libye et l'Italie, et puis après, un peu plus tard, vers le Maroc. Ce qui s'est passé, c'est que on a remarqué en 2018, l'été 2018, cet afflux nouveau de migrants marocains et également étrangers entre le Maroc, c'est-à-dire ces mouvements importants de migrants entre les côtes marocaines et l'Espagne. À l'époque, on a constaté que près de 55% des migrations qui se sont produites en Méditerranée, on est en 2018, se sont produites par le Maroc. Un effet peut-être de ce qui s'est passé à Al-Hoceima, le départ de jeunes Marocains pour aller chercher de la sécurité et du travail en Espagne et en Europe. Également un effet de ces contrôles renforcés sur le centre de la Méditerranée et sur l'est de la Méditerranée par les moyens de Frontex qui ont été fortement renforcés dans la zone. Et évidemment, les Marocains se sont de nouveau retrouvés face aux mêmes problèmes, entre parenthèses, qu'ils avaient rencontrés à la fin des années 2009 et 2010, c'est-à-dire juste avant le printemps arabe. Et on a l'impression que depuis 2018, depuis l'été 2018, et plus particulièrement depuis l'année 2019, l'État marocain a arrêté de parler non pas de nouvelles politiques migratoires, mais surtout de politiques d'intégration, parce que justement, il a découvert, peut-être qu'il n'en a pas les moyens, deux, que peut-être les mouvements migratoires dont il pensait qu'ils allaient s'arrêter sur le territoire, à partir du territoire national, se sont renforcés au contraire, et que probablement, peut-être, les autorités marocaines ont pu se dire qu'ils n'ont pas bien négocié la question avec l'Union européenne et que peut-être également, quatrième point, ils auraient dû également négocier avec les pays, non pas avec l'Union africaine, mais avec les pays de départ de migrants, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et autres pays du Sahel. Ils auraient dû négocier des accords de gestion des migrations, ce qu'ils n'ont pas fait alors et ce qu'ils n'ont pas fait jusque-là. Puis après, on a découvert qu'un pays, l'Algérie, évidemment, par le territoire de laquelle un nombre important de migrants passe toujours vers le Maroc, l'Algérie n'avait pas d'accord prédéfini avec l'Union européenne sur le sujet, n'a pas voulu adopter de politique migratoire analogue ou qui pourrait ressembler à celle du Maroc, et surtout que les frontières, même si officiellement elles sont fermées entre le Maroc et l'Algérie, pour les migrations irrégulières, elles demeurent toujours ouvertes. Et l'autre élément également qui fait que ce particularisme des relations entre le Maroc et l'Algérie a refusé de signer ce pacte migratoire dont j'ai parlé au départ. Donc face à tous ces éléments, et comme par ailleurs les moyens de l'État sont restés les mêmes et même ont diminué, et on va voir que ces moyens vont beaucoup manquer avec la crise sanitaire,
eh ben, il y a eu une espèce d'abandon dans le discours de l'abandon de la nouvelle politique migratoire. On a un oubli de la nouvelle stratégie de l'immigration et de l'asile. Et puis aujourd'hui, et puis surtout, il y a après, bon, comme accompagnement de tout ce processus, il y a eu même disparition de ce département, au sein du département qui était chargé dans le temps des affaires de la migration et des Marocains résidant à l'étranger. Tout simplement, cette partie de la fonction de ce département chargé des affaires de la migration tout simplement disparu sans que l'on sache si ça a été rattaché au Premier ministre ou au ministère des Affaires étrangères. Mais ce que l'on sait, c'est que très probablement, de nouveau, le ministère de l'Intérieur a repris le dessus pour la gestion des affaires de la migration. Et aujourd'hui, on en est là. Maintenant, on a eu les résultats du recensement général de la population et de l'habitat du mois de septembre dernier. Il est apparu que le nombre d'étrangers vivant au Maroc, le nombre d'étrangers réguliers, le recensement n'a pas parlé de cette qualification, mais probablement puisqu'on les a enregistrés, ils sont réguliers. Le nombre de migrants réguliers se situe à peu près à 148 000, pas à peu près exactement le chiffre, ils ont donné le chiffre exact, 148 152 migrants étrangers présents sur le territoire national, avec une augmentation de 62 000 personnes entre le recensement de 2024 et 2014, sauf qu'un certain nombre d'autres données qui circulent, notamment sur les arrestations ou sur les avortements de migration irrégulière à partir du Maroc depuis 2014, parlent de près de 375 000 opérations avortées, 375 000 opérations avortées ou près de 375 000 opérations avortées, ça fait beaucoup de monde. Et comme on ne sait pas, on n'a pas appris que beaucoup de personnes avaient été expulsées depuis 2004 après qu'elles aient été arrêtées pour empêcher cette migration irrégulière. Les chiffres posent un petit problème. Il y a une espèce d'absence de concordance entre les chiffres publiés par le recensement de 2004, à travers le recensement de 2024, les données publiées de temps à autre par le ministère de l'Intérieur et donc la direction responsable des migrations. Également un manque de concordance avec les chiffres qui sont annoncés sur les renvois volontaires à partir du Maroc par l'Organisation d'immigration internationale ou encore les chiffres qui sont donnés par Frontex au sujet des tentatives de migration qui ont été bloquées par cet organe européen de contrôle des frontières européennes. On n'a pas encore tous les contours de ces... Il n'y a pas eu suffisamment d'éléments d'information sur ce qui s'est passé le 15. Une campagne d'influenceurs, une campagne des partis islamistes, la Adala al-Tanmiya, de la Adl al-Ihsan, on ne sait pas les nombres. On ne sait pas ce qui est important de dire peut-être. C'est un peu de relier cette opération ou ce mouvement à ce qui s'est passé au mois de mai 2021. Et peut-être que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de mineurs, beaucoup d'adultes ont pensé que peut-être en forçant de nouveau les frontières, ils pourraient passer en Espagne et ils pourraient avoir cet avenir meilleur dont ils sont à la recherche depuis de longues années. Mais plus sûrement, 2024, c'est aussi l'année où les tensions inflationnistes que le Maroc a connues depuis 2002 se sont exacerbées. Cette année-là, moi j'estime personnellement, même si le taux d'inflation a baissé au cours de l'année 2024, il y a eu un taux d'inflation des produits alimentaires de plus de 20% en 2022. Il y a eu un taux d'inflation au moins égal à 8% en 2023. Sur les produits alimentaires. Les revenus minimums n'ont pas bougé et même s'il a augmenté dernièrement de 5%,
cette augmentation est infime par rapport à la perte de pouvoir d'achat qui est intervenue depuis la crise sanitaire. La crise sanitaire a montré qu'il y avait au moins 5 millions de ménages, c'est-à-dire à peu près 25 millions de personnes qui étaient en situation de précarité, c'est-à-dire d'insuffisance du revenu par rapport à leurs besoins de consommation. On sait par ailleurs que dans les ménages les plus pauvres, ces 25 millions de personnes et ces 5 millions de ménages, la consommation, la nourriture, l'alimentation et les besoins alimentaires, ça représente à peu près 80% du budget des ménages. C'est-à-dire qu'il reste très peu pour les autres besoins, notamment pour les besoins de santé, les besoins de transport, les besoins de l'école. Et on sait par ailleurs que le système de santé devient très coûteux, même malgré le discours autour de la couverture sociale, autour de l'État social. On sait par ailleurs que l'école devient également payante pour à peu près 20 à 25% de la population. Ben évidemment, les enfants qui ont, avec leur famille, les jeunes qui ont manifesté à ce moment-là à la frontière, aux frontières nord ou aux confins nord du Maroc, c'était pour suivre l'exemple du mois de mai 2021. Les populations ont eu mémoire, et depuis justement une réaction proche de l'Union européenne, une réaction propre et proche des moyens de presse, des moyens de communication pour dire nous vivons une situation exacerbée et nous voulons quitter ce pays qui ne nous permet plus d'assurer nos besoins de base. Et d'ailleurs, des mouvements de même nature ont été enregistrés, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, et aux frontières, entre Figuier, en frontière est du Maroc avec l'Algérie, où des populations de la région ont dit que finalement, ils vont quitter ce pays pour aller trouver un peu d'espoir dans d'autres régions, et donc à côté de l'Algérie, un pays où l'espoir n'existe pas non plus. Mais pour autant, c'est une réaction de protestation et c'est un mouvement social important. Je ne sais pas si les autorités l'ont enregistré à sa juste valeur, mais cela peut se répéter au cours des années à venir par d'autres moyens d'expression, par d'autres moyens de protestation. Mais c'est lié, fondamentalement lié à la situation sociale. Et puis la situation dans cette région, il faut savoir que cette région-là, le Nord, vivait pendant de longues années sur la contrebande, sur les trafics avec les villes de Ceuta, Melilla et Melilla. Et tout d'un coup, ces trafics, entre parenthèses, ont été totalement interrompus, arrêtés, sans qu'il y ait une alternative pour les populations, sans qu'il y ait des investissements dans la région, sans qu'il y ait des transferts de richesses dans la région. Transferts de richesses en ce sens des transferts d'investissements publics, des transferts d'infrastructures publiques, des réalisations d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que cela peut se perpétuer et ce que l'on remarque, justement, à partir de ce que je viens de dire, c'est que les investissements qui sont projetés, les dépenses publiques qui sont projetées pour la préparation de la Coupe du Monde 2030 sont pour l'essentiel concentrés sur les 6 villes dites accueillantes de la Coupe du Monde. Et ce que je constate, c'est que pour l'essentiel, sont concentrés sur les villes de Rabat et de Casablanca, et notamment avec cette construction de cet hôpital immense. C'est deux hôpitaux, l'un par la fondation Mohamed VI, l'autre par la fondation Cheikh Zayed à Rabat. Or, rien n'obligeait de réaliser ces infrastructures sur Rabat, sur une zone déjà hyper équipée en moyens, hyper équipée par rapport à la moyenne nationale, en ressources humaines et médicales, en équipements médicaux. Il était possible de réaliser ces équipements à Tétouan, à Hoceima, à Nador, ne serait-ce que pour un besoin de décentralisation de la présence de l'État et aussi pour s'approcher des populations locales. On a l'impression que, avec ces éléments-là et bien d'autres que je pourrais citer, qu'on n'a pas le temps sur lesquels il n'y a pas le temps de revenir, l'État ne prend pas la mesure des contestations sporadiques qu'il y a ici et là, et surtout n'a pas de mémoire. N'a pas de mémoire de ce qui peut se produire et n'a pas de mémoire de ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour faire en sorte que cette population précarisée, dont une bonne partie cherche à partir en raison de cette précarité, et il n'a pas de mémoire qu'il faille prendre en compte ses espoirs, ses besoins et finalement sa volonté de rester dans le pays, et cette volonté, on sait qu'elle peut disparaître par justement non-réponse des autorités publiques
heureusement, on a un gouvernement dirigé par la droite, dirigé par des patrons d'entreprise, et on a l'impression pour beaucoup d'observateurs que ces patrons d'entreprise dirigent l'État pour les besoins des entreprises. Alors même que les entreprises en question ne produisent ni valeur ajoutée suffisante qui se répercute sur le bien-être de la population, ni un nombre d'emplois suffisant pour faire en sorte que le chômage diminue et évidemment ne crée pas les conditions d'une meilleure distribution du produit national auquel il contribue si peu, puisque le taux de croissance de l'économie nationale reste très faible dans l'absolu, sur la durée, et comparativement à des pays pour lesquels on dit de temps à autre qu'on est comparable et que finalement on perd de vue, puisqu'ils vont beaucoup plus vite que nous, aussi bien en termes de lutte contre le chômage qu'en termes d'infrastructures, qu'en termes de création de valeur et qu'en termes de poids politique à travers le monde.